suscite des questions très importantes, parfois intimes. Donc on va essayer de parler un peu de ce que nous, à l'Office public de la langue bretonne, on mène sur ce domaine. Alors un petit mot pour rappeler brièvement ce qu'est l'établissement public Office public Arbrezonek. Donc c'est un établissement créé en 2010 sur la base d'une association et qui est administré par un conseil d'administration dont les membres sont l'État, la région Bretagne, la région des Pays de la Loire et les 5 départements bretons. On peut ajouter la ville-siège qui est à Carhaix. Donc l'objectif de cet outil public est d'une manière générale donc de mettre en œuvre les politiques qui lui sont confiées par les membres et donc d'une manière très globale de promouvoir la langue bretonne et son développement dans tous ses aspects d'usage et notamment dans la vie publique. L'établissement est composé de 3 pôles distincts, dont un pôle qui se charge de travailler sur la langue bretonne proprement dite, et dont se trouve donc mon service, le service patrimoine linguistique et signalisation. Voilà, je suis responsable de ce service. Donc il y a un bureau dans chaque département pour l'office. Et nous sommes actuellement, il y a une croissance du nombre d'agents, nous sommes actuellement 40, dont une grande partie, disons, travaille au développement, notamment à l'ouverture de filières bilingues dans les écoles publiques. Et il y a un autre axe sur lequel on travaille beaucoup, c'est sur les nouvelles technologies. Alors, dans le service patrimoine linguistique et signalisation proprement dit, nous sommes 4 agents. L'un d'entre eux travaille sur un domaine spécifique qui est la constitution d'un dictionnaire historique de la langue bretonne sur Internet. Je ne rentre pas dans les détails. Nous avons un collecteur qui a eu l'aimabilité de venir ici également aujourd'hui. Cet agent, depuis l'an il y avait d'autres personnes avant, mais depuis bientôt 20 ans, a procédé à du collectage toponymique dans toutes les communes de Basse-Bretagne, excepté le pays de Léon. On n'a rien contre le pays des Léonards. C'est que le travail a déjà été fait par Michael Madec, un autre Madec, et ses collègues. Donc pour tout le reste de la Basse-Bretagne, donc il y a un collectage systématique des prononciations en breton des noms de lieux-dits, des noms de villages qui a été mené en breton auprès de locuteurs de la commune. Les entretiens ont été enregistrés, menés en breton pour avoir la prononciation bretonne la plus naturelle possible. Sinon, les 2 autres agents, dont moi-même, on travaille surtout sur la signalisation bilingue et par le fait de même aussi sur le domaine de la toponymie. Toutes les données et tous les travaux que nous pouvons mener pour les autres, on a peu d'initiatives, on travaille en fait pour d'autres structures, sont insérés dans une base de données aussi qui est accessible en ligne qui s'appelle Care Office, Care Office public Arbrezonek. Alors, comme je le disais précédemment, donc notre but est de fournir les indications à mettre sur les panneaux dans la signalisation bilingue, de conseiller aussi les communes pour la conservation et le maintien de la toponymie. On conseille aussi beaucoup sur l'agencement du bilinguisme pour faire en sorte, autant que possible, qu'il n'y ait pas de hiérarchisation entre les langues. Le principe de base étant la parité graphique entre les langues. C'est ça qu'on tend à obtenir et on progresse dans ce domaine-là aussi, qu'il n'y ait pas de hiérarchisation entre le français et le breton, qui soit écrit, par exemple, ça se voit encore, il y a encore des réticences, le breton en plus petit, en italique, en plus clair. Donc on essaye de faire en sorte que les 2 langues soient affichées à parité. L'un des domaines sur lesquels on travaille beaucoup, c'est de fournir en fait les noms propres et dont les noms de lieux, mais il y a aussi des noms de famille
dans les traductions que sont amenés les traducteurs de l'Office à réaliser. Quand on traduit un carton d'invitation, un édito, un site internet, on va rencontrer forcément des noms de lieux, et donc les traducteurs nous demandent comment bien orthographier les noms de lieux auxquels ils ont affaire. Donc on travaille essentiellement donc, pour l'État, c'est assez récent, hein. Sur les routes nationales, on a maintenant des panneaux bilingues qui commencent à apparaître ici et là. On travaille pour le Conseil régional de Bretagne, pour les arrêts de bus par exemple, voilà, et il y a la toponymie également. On travaille également pour les départements de l'Ouest essentiellement, pour le réseau routier, pour les communautés de communes, les communes, et également pour les entreprises de signalisation et de signalétique. Donc, une autre donnée globale sur laquelle je voulais insister dès le départ, c'est de bien comprendre que ce qu'on voit dans la signalisation bilingue, par exemple, il faut faire le distinguo entre la toponymie et la traduction. Dans le domaine de la traduction, nous avons affaire à deux langues, mairie, voilà, qu'on traduit par Ticker, rue de l'église, Strait en Nilis. Nous avons affaire à deux langues, et nous, ce qui nous importe, on va apporter une bonne traduction, mais aussi le bon affichage, sans discrimination. À côté de ça, le domaine de la toponymie est totalement différent. Nous sommes dans le domaine du patrimoine. On a affaire à une seule langue en général, pour l'ouest des départements, pour l'ouest de la Bretagne. Et ce à quoi on s'attache nous, c'est de bien écrire les noms de lieux. Et donc de passer ici de ce qui a été inscrit sur les panneaux il y a une vingtaine d'années, avec les accents, tout ça, et de faire en sorte que les noms de lieux soient écrits correctement, mais pas de les doublonner. Parce qu'on a affaire qu'à une seule langue, sinon ça serait mauvais breton écrit au-dessus et du breton qui est correctement écrit en dessous. Donc je mets à part les noms de communes pour lesquels il est difficile de corriger. Dider en a parlé là, tout à l'heure, voilà. Donc là il faut faire une démarche auprès du Conseil d'État avec... bon bref. Alors évidemment, sur un ensemble de panneaux, on va avoir des mentions à traduire du français en breton, de la toponymie qu'on a rectifié ici, ça s'écrivait COAT précédemment, et un nom de commune qui sera forcément doublé si la forme en breton est différente de la forme en français entre guillemets. Ce Quimper écrit avec un Q et un U, c'est aussi du breton, hein, c'est pas du français, ça reste du breton. Orthographié différemment, mais c'est du breton. Là, la forme est déjà correcte, donc on met une seule fois. Alors, un petit mot de données générales encore. Évidemment, on va parler de la loi dite Molac. Donc, votée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, hein, le 21 mai 2021, sur la protection patrimoniale. Et donc, je pense que la toponymie rentre pleinement dans ce champ-là, hein, puisqu'elle reconnaît aussi ce patrimoine en français, mais aussi en langue dite régionale. Et il y a une reconnaissance expresse dans la loi du patrimoine linguistique fait également des langues régionales. Et que l'État, mais aussi l'ensemble des collectivités territoriales, concourent à l'enseignement, à la diffusion, à la promotion des langues, et donc on peut imaginer, et non pas à leur déperdition non plus, à travers la toponymie. Et par le biais de cette loi, en fait, il y a également, ça peut être anecdotique, mais la reconnaissance de la signalisation bilingue. C'est-à-dire que depuis le milieu des années 80, il existe des panneaux bilingues en Bretagne et dans d'autres régions ou pays en France, mais c'est que depuis 3 ans que c'est reconnu officiellement. Un mot encore dans ce domaine. Donc en 2022, une convention spécifique sur les langues de Bretagne a été passée entre l'État et la région. Je ne développe pas, il y a beaucoup d'aspects très intéressants pour faire en sorte que la langue se développe sur plein de domaines, dont l'enseignement, les nouvelles technologies. Il y a un article qui concerne la question qui nous occupe aujourd'hui, donc le 119, où il est précisé donc, que l'OPLB conseillera les collectivités sur les nécessaires respects, la restauration, la mise en valeur de la microtoponymie issue de la langue bretonne,
et que les opérateurs publics de réseau ou de distribution de courrier, dans le cadre des opérations de nommage de voies et de numérotation d'édifices, veilleront donc au respect de l'intégrité du patrimoine toponymique et inciteront les communes à la restauration et à la mise en valeur de ce dernier. Voilà. Donc en fait, par ce biais-là, en principe, on ne devrait plus avoir de soucis lorsqu'il y a des plans d'adressage et des conseils municipaux qui officialisent leur nom de voie, puisqu'elles sont quand même tenues, d'une manière générale, à faire en sorte de sauvegarder les noms de lieux. Malheureusement, c'est pas ça que l'on voit partout. Un mot pour les plus néophytes. Actuellement, la langue bretonne, c'est 200 000 locuteurs environ, 20 000 scolaires. Cette langue est parlée donc, depuis 1500 ans environ sur le continent, à la suite de la migration de population outre-Manche. Il y a une tradition écrite en langue bretonne qui est assez mal connue par la population, qui remonte au VIe siècle si on inclut les inscriptions, les gloses, les cartulaires, etc. Et que l'orthographe s'est adaptée de manière continue depuis le Moyen-Âge en fait, jusqu'au XXe siècle. Alors voilà, pour prendre un exemple d'un mot qu'on retrouve dans la toponymie bretonne, c'est le mot kili, qui désigne un bosquet. Donc s'écrivait différemment en vieux breton au Moyen-Âge. C'est le même mot en gallois et en cornique, qui sont nos langues cousines en fait, outre-Manche toujours. On a beaucoup de points communs avec elles. Donc on retrouve ce mot kili qui veut dire bosquet dans la toponymie avec les noms de communes. On a des dérivations comme la forme plurielle kiliu, ou qui vient en complément d'un autre mot comme le mot pen, bout, extrémité. Pengili, c'est le bout, l'extrémité, ou l'entrée, ou la sortie du bosquet. Bon, bien sur la carte, on peut voir qu'on retrouve en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, il y a une commune qui s'appelle Pengili et qu'on a toujours donc au Pays de Galles, la commune, un nom de lieu Pengili, et en Cornouailles également le même toponyme avec la même signification. Alors malheureusement notre toponymie, même si elle est originale et reconnaissable au premier regard, c'est-à-dire que si on est sur les routes de la Basse-Bretagne et si on est sur les routes du Berry, j'ai rien contre les berrichons du tout, mais on sait très bien quand on est en Bretagne et quand on est dans le Berry, on n'a pas du tout affaire au même nom, à la même langue. Ne serait-ce que par l'environnement linguistique qui nous entoure, grâce à la signalisation. Et c'est d'autant plus vrai dans l'ouest de la Bretagne, où la langue bretonne a été parlée sans interruption, donc pendant 1500 ans. D'accord ? Autre particularité, en Bretagne, on a un habitat dispersé. On a donc le bocage, avec des groupements de maisons éparpillées, et puis des petites villes plutôt moyennes. Voilà. Et ce qui explique qu'on a des lieux-dits à foison, parce que ces petits regroupements d'habitations ont tous un nom, et ce sont ces lieux-dits, donc les adresses des habitants depuis toujours. Malheureusement, dans les toponymes, on a le plus souvent deux composants, il peut y en avoir plus, parfois moins, mais c'est plus rare. Un élément général, caire, qui veut dire village, plou, paroisse, lande, lieu consacré, etc. Et derrière, parfois avant, ça arrive aussi, un complément qui permet de préciser et de faire le distinguo entre ce caire-là et celui d'à côté. Donc on va avoir un nom de personne, le nom d'une personne qui habitait là à un moment ou qui était propriétaire du lieu. Donc par exemple, à Caerphilly, on a le village, le lieu-dit exploité d'une personne qui s'appelait de la famille Philly à un moment donné, Caergezekel Nomestra. Et on estime que dans les 2/3 des noms de lieux, des lieux-dits, c'est un nom de personne qui sert comme ça à faire le distinguo. Sinon, on a des qualificatifs, des adjectifs, des termes descriptifs. Par exemple, dans Ménébien, j'ai plus de temps maintenant. Donc c'est la petite montagne, voilà, on a les termes descriptifs. Elle est également
parvenus jusqu'à nous dans un état souvent archaïque ou notés suivant des orthographes désuètes et qui ne prennent pas en compte les règles fondamentales de la langue bretonne comme des mutations consonantiques. Bon, je ne vais pas faire un cours de breton, hein. Mais après Ker, normalement la lettre M s'adoucit en V, s'il n'y a rien entre les deux. Et donc un toponyme qui est noté Kermengleus, en réalité en breton on le prononce Kervengleus ou Kervengle, avec un V, et non pas un M. Donc, et parfois il y a des aberrations, les toponymes ont été traduits du breton en français, et parfois à une autre époque. Hein. C'est le cas souvent de La Villeneuve, où une partie du nom est traduite aussi. On a Kerjean d'en haut, le Jean a été traduit, puis le en haut a été traduit, mais en réalité, c'est la traduction à partir d'un terme en breton. Bon, là, en général, là, c'est parmi les exemples les plus aberrants qu'on peut trouver, dont celui qui revient systématiquement quand on met l'accent sur ce problème, c'est-à-dire que le nom de lieu croissant vient du breton croissant, qui veut dire carrefour, et par attraction sonore, croissant est devenu peu à peu croissant. Il n'y a pas de croissant là, il y a juste un carrefour. Même chose pour Zandrion, c'est un nom de saint qui est devenu Cendrillon, Croise-Vert, la croix courte qui est devenue la croix verte, et ainsi de suite. Le Kenya, voilà, qui n'est pas très loin d'ici, bon, etc. Autre problème, la situation est ainsi, pour un même nom de lieu, on peut avoir différentes variantes orthographiques. Laquelle est la bonne? Donc suivant qu'on constate qu'on consulte l'INSEE, les cartes IGN, le cadastre, le plan communal, on va avoir différentes variantes orthographiques pour un même endroit. Donc nous, on sert d'appui pour faire en sorte de corriger l'orthographe suivant les règles de la langue bretonne et de faire en sorte que la municipalité officialise la forme correcte et c'est celle qu'on va retrouver ensuite sur les panneaux. Donc pour connaître la forme correcte d'un nom de lieu, on doit prendre 3 grandes données principales, les formes historiques dans les archives, et puis la prononciation par les bretonnants, d'où le collectage qui a été mené, et puis également donc, faire l'inventaire de toutes les variantes qui peuvent exister pour un même nom. Donc mon collègue collecteur a terminé toute la phase de collectage donc, dans la partie bretonnante hormis le Léon. Donc actuellement, il est en train de transcrire en fait les prononciations en alphabet phonétique international. Il y a entre plus ou moins la moitié qui doit être à peu près transcrit, renseigné dans la base de données. C'est à peu près 1200 bretonnants et bretonnantes de naissance qui ont été enregistrés. Et donc à cela, on a accumulé pour l'instant, et c'est continu comme travail, 150 000 formes anciennes, des variantes orthographiques et des attestations écrites également dans la production en langue bretonne, parce que ça peut être également d'un appui dans la presse en langue bretonne, dans les ouvrages anciens, dans les dictionnaires anciens en langue bretonne. Nous avons déjà une orthographe en langue bretonne pour certains noms de lieux. Donc c'est bien de prendre appui là-dessus. Donc voilà des panneaux qui ont été rectifiés à la suite d'un travail de réhabilitation. Et pour l'anecdote, celui-ci, Quatronval-Bien, a été installé par l'État avec le tilde. Alors pour revenir vraiment au cœur du sujet, je suis désolé, je suis un peu long. Donc il y a des dérives depuis ces dernières années dans la création donc, des adresses, notamment en campagne. C'est simple à comprendre, vous avez un lieu-dit, mettons Kerlagadec, il y a 3 voies qui se rejoignent à Kerlagadec. Certains ont pensé qu'il était important de faire le distinguo entre les 3 voies et donc on choisit de dénommer les nouvelles voies à l'intérieur. Donc par exemple il y a un four au bout, on va mettre la passe du four, après l'allée des chênes et le chemin des pâquerettes. Le problème c'est que le nom Kerlagadec lui-même n'est pas repris dans l'adresse nulle part. S'il n'est pas repris dans l'adresse, il ne sera plus utilisé petit à petit. S'il n'est plus utilisé, il va disparaître. Donc ce nom qui a 200, 300, 500, 1000 ans d'existence, par ce fait, même là, sort d'usage. Autre problème qui est récurrent, c'est quand on a, parce que notre habitat est dispersé, voilà, mais on a quand même un bourg qui s'est construit, autour duquel s'est construit une petite agglomération.
Et en général, il y a une route départementale ou pas qui mène à la commune voisine. Et donc, il est arrivé que le nom qui a été attribué, c'est le nom de route 2 qui mène à la commune voisine. Et quid de tous les lieux-dits qui sont sur cette route-là, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Il y a aussi des modifications, donc il n'y a pas une disparition ou une suppression, mais il y a une altération dans la toponymie, puisque de manière systématique, dans certaines communes, on a ajouté le mot lieu-dit. Et dans d'autres, on ajoute le mot chemin 2, route 2, et on reprend le lieu-dit. D'accord. Si bien que certaines communes qui avaient procédé à une rectification orthographique de leur lieu-dit, Tinée et Kerbernès, maintenant ajoutent des plaques de rue avec chemin de Tinée et Kerbernès, écrit comme c'était encore avant. Donc on défait ce qui a été fait ici, et en plus on ajoute du français, et ça coûte de l'argent, mais des plaques de rue aussi. Alors pourquoi cet état de fait comme elle l'a dit, c'est le conseil municipal qui est souverain en la matière et lui seul. Par contre, il peut arriver que le conseil municipal fasse appel à des prestataires extérieurs. Donc à voir comment les conseils ont été menés dans ce domaine, mais on sait que certains prestataires extérieurs ont des normes propres qui inclinent plutôt à avoir ce type de format. Et il y a aussi des services qui sont propres aux municipalités, souvent au niveau intercommunal, au niveau de l'agglomération. Il y a un service cartographique, et c'est parfois de là que vient la modification des noms de lieux. D'accord ? Alors j'accélère. Nous avons développé des outils que nous diffusons auprès des élus. Vous trouverez ça sur notre site internet. Nous avons participé à la rédaction du guide du pays de Brest avec les pompiers, la poste, etc. Donc tout le monde était d'accord sur le... Donc vous trouverez ça sur notre site internet. Donc ce que l'on préconise de manière pour les petits lieux-dits, donc pour les lieux-dits classiques. Donc par exemple, on a un lieu-dit, Quadbiel tout simplement, un groupement d'habitation en impasse, voilà, on recommande de reprendre le lieu-dit, autant que faire se peut, sans que ce soit obligatoire, de l'écrire correctement, donc Quadbiel, de ne pas ajouter la mention lieu-dit devant et de numéroter directement. Donc on aura une personne qui habitera au numéro 1 Quadbiel, une autre au numéro 2 Quadbiel et une autre au numéro 3 Quadbiel, etc., etc. Tout simplement en fait. Voilà. Donc quand il y a des grands hameaux et qu'effectivement il y a beaucoup de routes, on peut avoir la nécessité de créer de nouvelles dénominations, d'accord. À ce moment-là, on peut s'appuyer sur le cadastre. Certaines communes l'ont fait, Bucény le fait, Crozon le fait, SPZ l'a fait. Donc ça se fait régulièrement. Ils reprennent les noms des anciennes parcelles sur lesquelles ont été construites les maisons qui ont besoin d'une adresse aujourd'hui. D'accord. Et surtout, ne pas oublier, pour l'axe principal, de reprendre le nom du lieu lui-même, sinon il va disparaître. Donc nous avons diffusé ces outils tous azimuts. Je rappellerai également un droit de réponse qui a été effectué, qui a été publié donc en 2023 par l'ANCT, donc qui pilote la base adresse nationale dont Maël vous a parlé tout à l'heure, et dans laquelle toutes les communes doivent reverser leurs adresses. Il est expressément indiqué donc par l'ANCT qu'en aucun cas les lieux-dits sont à supprimer. Nulle part. Donc il y a parfois dans la presse, il y a une ambiguïté là-dessus. Parce qu'il est possible d'intégrer dans la base adresse nationale des adresses du type 1 Kergouët, 2 Kergouët, 3 Kergouët sans problème. Donc nous avons également participé à des webinaires organisés par Géobretagne et Mégalis l'année dernière. Il y avait 300 agents ou élus qui ont pris part et qui ont été informés sur les bonnes pratiques pour maintenir la toponymie comme adresse. Un exemple, rapidement, SPZ, 1700 habitants, 70 lieux-dits, marqués par des points rouges, là. Donc c'est une grosse commune rurale. Si on s'attarde sur l'un des axes, et dont je vous parlais tout à l'heure, qui va du bourg, là-bas, de SPZ, jusqu'à la limite, ici c'est le canal de Nantes à Brest, vous avez la commune de Châteauneuf-du-Fou, d'accord? L'une des possibilités qui était offerte, et c'est ce qui malheureusement a été réalisé par endroits.
Eh bien, à partir du bourg, de la mairie ou de l'église, c'est le point 0. On va numéroter jusqu'à l'extrémité de la route, jusqu'à la limite communale, quoi. Et donc une possibilité était de faire comme ceci, tout simplement, de faire un numérage métrique au mètre. Donc là, il y a 2 km 500 à peu près. Donc le bourg est ici. Donc je vais délimiter, le bourg va se terminer ici désormais. Il y a eu des constructions marquées par des petits points noirs là. Et donc au bout de 708 mètres, la première maison rencontrée à droite, un père à gauche, sera donc la numéro 708. À 720 mètres par rapport au bourg, ce sera la 722. Et toute cette numérotation, il n'y aura plus qu'un nom à choisir, et ce sera quoi? Route de Châteauneuf-du-Fou. D'accord? Et donc, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que tous les petits lieux-dits qui étaient à côté, qui étaient au bord de la route, Ménéquer, Coalpine, Kerescan et Kerfranc, ne sont plus dans l'adresse du tout. Ça se passe comme ça dans certaines communes. Ça peut se faire également au niveau quand le lieu-dit est au bout de la voie. C'est pas forcément une commune, hein, ça peut être un lieu-dit. Donc si je remets la carte, si je fais ça sur tous les axes plus ou moins structurants de la commune, que je choisis route de Gourin ici, route de Landelot, route de Châteauneuf, route de Saint-Hernin, et ici je vais choisir, il était où l'exemple? Ici on voit pas bien, c'est Kerzeniel, le nom du hameau. Du bourg, je vais faire pareil, je vais nommer route de Kerzeniel, et puis ceux-là, ils seront où? Ils seront plus dans l'adresse. D'accord? D'où les difficultés. Je peux juste faire un commentaire juste sur celui d'abord. Voilà, ici. Techniquement, il y a certaines communes qui font le choix. Pourquoi la numérotation métrique? Je veux dire, on fait ce qu'on veut, il peut y avoir des préférences. Le métrique, c'est une solution parfois de facilité, mais qui n'est pas du tout déconnant, du terme, parce que ça simplifie ce que quand vous faites, quand vous devez anticiper l'urbanisation, vous devez anticiper le nombre de constructions sur les parcelles, etc. C'est parfois compliqué pour l'administration de faire ça. Du coup, il peut y avoir des sauts de numéros, du coup ça fait bizarre. Donc les élus peuvent faire les choix de faire de la métrique. Il ne faut pas être contre la métrique, absolument. Moi je ne suis pas chaud comme ça spontanément, mais après, il y a des avantages. Il y a des avantages techniques à le faire. Et ça peut simplifier la vie, parce que ce qu'on fait, on le fait sur 30 et 40 ans. Il faut avoir ça en tête. Ici, ce que vous pouvez faire, au lieu de faire le route machin, le 708, le 722, le 740, le 742, ça peut être 740. Ménéquer, 879 Coalpine, 1023 Coalpillan, 1466. Techniquement, il n'y a aucun souci à faire ça. Voilà. Je vous rappelle que ce qu'on demande au niveau de la loi 3DS, c'est de mettre des numéros pour pouvoir identifier que là, il y a une construction, il y a des gens, il faut qu'on amène de la flotte et de l'électricité. C'est ça le sujet. Donc voilà ce qu'a réalisé en réalité SPZ. Elle a conservé chaque lieu-dit et numéroté de manière différente. 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'il y a assez peu d'habitations. Et dans chaque lieu-dit, numérotation classique. Et l'orthographe a été rectifiée par la même occasion. Donc voilà, Kerescan, on a 8 habitations. Voilà, c'est... Et donc dans la foulée, elle a mis à jour aussi la commune sa signalisation pour prendre en compte les formes orthographiques, y compris pour des gros hameaux. Croix-Souarn, c'est une agglomération. Donc on retrouve notre quad-bien là de tout à l'heure, écrit correctement. L'IGN met à jour directement l'adresse et on va retrouver Kerescan pour le lieu-dit d'une manière globale, mais aussi la maison numéro 1 Kerescan, 1, 2 Kerescan, 3 Kerescan dans la base de l'IGN. Ici, je peux vous montrer par la suite un GPS qui va régulièrement récupérer les données dans la base adresse nationale. C'est sur SPZ toujours, le Croix-Souarn, l'agglomération dont on a parlé tout à l'heure. Si on tape l'adresse 1 Croix-Souarn, sans lieu-dit, sans route, sans... Voilà, le GPS nous envoie directement à la maison concernée. Ici, on peut même faire un test sur le site de la Poste. La Poste a pris en compte le choix du conseil municipal de SPZ. Et donc, on va retrouver l'adresse 1 Croix-Souarn et sans autre ajout.
Ici, une autre application qui est intéressante, c'est pour l'assurance maladie. Voilà, on va retrouver l'adresse également sur amélie.fr, l'adresse choisie par la commune, par le conseil municipal, Croix-Souarn, écrit correctement, et le numéro. Si elle avait choisi route de Châteauneuf, il n'y aurait que route de Châteauneuf dans la base, et vous ne pourriez pas modifier et mettre votre lieu-dit. Voilà. Autre point un peu alibi qu'on entend dans certaines communes. Donc je reprends sur les routes de SPZ, mettons qu'elle ait choisi d'appeler la voie la route de Châteauneuf. Bah oui, mais dans la base d'adresse nationale, il y a quand même une rubrique supplémentaire qui s'appelle lieu-dit complémentaire. Et donc certaines communes nous ont dit, bah voilà, bah nous on va mettre les lieux-dits dans cette zone-là, et les lieux-dits seront conservés. Malheureusement, c'est un complément, c'est optionnel, et ça ne réapparaîtrait pas ensuite dans les bases de données de manière fonctionnelle. C'est ça l'adresse, enfin c'est ça qui va former l'adresse, le numéro et la voie. Point barre. Donc, ASPZ, les lieux-dits ont été insérés ici, dans cette colonne voie non. Et là, c'est vide, puisque les lieux-dits sont passés ici. D'accord? Alors, bon, il y a beaucoup de quoi être... d'avoir des interrogations, mais il y a également des points positifs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je termine, Stella. Beaucoup de communes installent des plaques bilingues, des plaques de rue bilingues depuis des décennies maintenant. Dans le cadre de la charte Garde Arbraison, NEC ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est plutôt dans ce cadre-là. Et il est possible d'intégrer les formes en breton des adresses également dans la base adresse nationale. Je pense que c'est assez rare de voir une administration publique donner cette place en fait aux autres langues de France. Donc voilà, je reviens sur SPZ. Donc nous avons aussi un bourg avec des plaques de rue bilingues et des noms dans le bourg en français. Donc il est possible d'indiquer la forme en breton de place Diaoulé d'Arméné, place Diaoulé d'Arméné, la place de Belgique, place Belgia, etc., etc. C'est pas ça vient de la base adresse nationale et de manière automatique, c'est le drapeau breton qui vient devant le nom. Parce qu'on peut ajouter aussi le basque, etc. Et donc toute la numérotation qui est faite est fonctionnelle, pourrait être fonctionnelle au moins à terme, également en langue bretonne. Donc on peut avoir, quand même, si un jour on veut pouvoir espérer avoir des GPS qui fonctionnent en langue bretonne, on est obligé d'en passer par là, d'avoir des adresses associées avec celles qui sont en français, ou corrigées pour les lieux-dits, les données géographiques qui vont avec, et de pouvoir réutiliser les données uniquement en langue bretonne. Bon, à Quimper, c'est un autre système. Les deux formes sont placées en français. Le français et le breton a le même statut, donc ils doublent toutes leurs adresses, et donc les formes en français apparaissent dans la base adresse nationale à la suite du drapeau français, et les formes en breton à la suite du drapeau breton. Alors, et maintenant, l'Office public de la langue bretonne va continuer à diffuser les outils auxquels il a contribué ou qu'il a publié lui-même. Quant aux prestataires extérieurs, nous avons la chance d'avoir rencontré l'un d'entre eux récemment. C'est le député Molac qui a rencontré des responsables de la Poste. Peut-être que tu veux dire un mot à ce sujet, Paul? Pour dire la teneur. J'en profite pour vous saluer tous et toutes, et la Poste qui est là aussi et qui nous écoute. Oui. Alors, zo atomique bouzard, Galdine. Bon, donc, bonjour à tous. Alors, vous avez pu voir ce que fait l'Office, puisque quelque part l'Office est le bras armé de la région, et ça fait un certain temps qu'on travaille sur la toponymie. Il faudra peut-être qu'on aille d'ailleurs également en Haute-Bretagne, parce qu'il y a un certain nombre de toponymes
qui sont d'origine bretonne. Je vois en particulier à Plermel où on est à peu près à 50-50. Et alors, je ne peux que vous conseiller évidemment d'être attentif à ce genre de choses quand ça arrive, parce que je peux vous donner l'exemple de Kelnuck, par exemple, qui est un beau petit village de Taupon, juste à côté de chez moi, et où en fait on se retrouve avec des noms de rues quelque peu, certains diraient poétiques, rue des Préchantants, par exemple, alors qu'il y avait certainement un toponyme soit d'origine galaise, enfin romane, soit d'origine bretonne, il aurait été plus facile tout simplement de le reprendre. L'autre rue, c'est la rue des musiciens. Je suppose qu'il devait y avoir un accordéoniste dans cette rue-là à un moment donné, mais vous voyez bien qu'il y a quand même une perte de substance toponymique. Et alors, à part être attentif et éventuellement, si vous êtes dans un conseil municipal, eh bien, informer tout le monde, et le maire en particulier, que l'office peut vous rendre service et vous expliquer un certain nombre de choses, car c'est la compétence des mairies. Alors, je dis ça parce que certains pensent toujours que la région s'occupe de tout. Alors, oui, mais elle n'est pas décisionnaire pour le coup. Donc là, c'est vraiment les mairies. Et donc, c'est important. Alors, c'est pour ça que je conseille évidemment les élections municipales, c'est dans 2 ans. Donc, avis à la population, évidemment, pour soit monter des listes, soit faire partie d'une liste, évidemment. Et puis, alors, effectivement, j'ai vu les représentants de la Poste parce que j'entendais un certain nombre de choses. Alors, bon, je me suis renseigné directement à la source, parce qu'on me disait que la Poste donnait des listes de noms de rues. Alors, peut-être les Préchantants venaient de là. Et non, la Poste ne donne pas de liste de noms de rues. Donc, la Poste est un prestataire de service, mais il y en a d'autres. Et qui, alors... il y en a d'autres parce que dans pas mal de communes en fait en Bretagne, c'est pas la Poste qui fait, parce que c'est un service qui est payant, et donc ce sont des prestataires extérieurs. Donc c'est la difficulté évidemment, c'est d'être au courant et de pouvoir sensibiliser les édiles locaux à ce moment-là pour qu'ils fassent pas n'importe quoi. Un autre exemple qui a défrayé la chronique à un moment donné, c'est Plémet. Vous en avez sans doute entendu parler, commune nouvelle. Alors quand on fait une commune nouvelle, le conseil municipal peut prendre le nom qu'il veut. Donc ils ont décidé de s'appeler les Moulins. Oui, vous rigolez un peu parce que les moulins, évidemment, il y en a partout en Bretagne, que ce soit des moulins à vent, que ce soit des moulins à eau. Et donc les habitants ont dit, mais c'est quoi cette connerie? Et ils ont été obligés de changer le nom, mais pour changer le nom, après, il faut passer au Conseil d'État, pour les noms de communes. Par contre, les noms de lieux-dits, eh bien, là, c'est open bar, si je puis dire. On peut faire un peu ce qu'on veut. Alors, nous, avec la Poste aussi, on en a parlé. Donc, la Poste est très consciente du problème et a demandé d'ailleurs à ce que l'Office vienne former, en tout cas expliquer aux agents de la Poste qui sont chargés de ce type de travail ce que l'on peut faire, ce que l'on peut proposer aux maires, sachant que ce sont toujours eux qui décideront à la fin. Voilà à peu près. Alors, je crois que alors non, je ne peux m'empêcher évidemment de sourire. C'est la fameuse rue des Pélicans qui a fait couler beaucoup d'encre, évidemment, puisque, enfin, avec le réchauffement climatique, on aura bientôt des flamants roses, on pourra appeler rue des flamants roses. Je plaisante, évidemment. Bon, voilà à peu près. Et mais la vigilance, c'est, je crois, de mise. Parce que si j'avais su, moi, à Taupon, qu'ils allaient donner des noms comme ça, je leur aurais dit, ben tiens, on peut peut-être quand même essayer de trouver. Mais comme moi, j'habite un lieu-dit, mais que je suis tout seul, ils ne m'ont pas proposé de changer le lieu-dit. Moi, je dis, est-ce que tu veux un numéro? J'ai dit, bon, on va pas mettre un, alors qu'il n'y a qu'une seule maison. Donc, je leur ai dit, non, je veux pas de numéro. Voilà comment, et ça s'est terminé comme ça, mais j'ai pas fait gaffe après pour le reste. Voilà, donc, bon, ben, il n'y a plus qu'un maintenant, hein. Regardez Paul. Donc pour terminer, je vais passer la parole à Jan Bert qui s'impatiente. Techniquement, il est possible de revenir en arrière sur ce qui a été fait. Si ça a été mal fait dans une commune, si on a créé massivement
des noms de voies du type les pâquerettes et les pélicans. Techniquement, c'est possible. Il suffit d'avoir la volonté, que le conseil municipal en ait la volonté. Maintenant, pratiquement, je vous rappelle tout à l'heure, le petit panneau, il y avait Tinné Kerbernès, et au-dessus, il y avait une plaque de rue. Il y a eu des investissements qui ont été faits pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que les communes vont pouvoir justifier de ces dépenses pour un travail qui a été mal fait et de réinvestir pour rétablir? À voir, compliqué. Et moi, une autre interrogation aussi que j'ai, c'est que grâce à la base adresse nationale, nous avons la possibilité d'avoir des adresses en français et en langue bretonne. Quid de la distribution postale et donc des personnes, des bretonnants ou non, qui vont utiliser les adresses en breton. Voilà. Parce que pour l'instant, le format n'est pas fait pour, et donc il y aura peut-être des adaptations à mener pour ça. Voilà. Merci de votre attention.